Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a un entretien exclusif avec un journaliste français, M. David Thompson, qui a récemment publié son livre Les Revenants, qui raconte les histoires des ex-djihadistes. M. David Thompson est actuellement en France, donc on va faire, moi et mon collègue Ilker Kogel, on va faire l'entretien avec M. Thompson sur Skype. Bonjour M. Thompson. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais vous poser une question simple à laquelle vous essayez de répondre dans votre livre Les Revenants. Quelle serait la motivation principale de ceux qui participent au Daesh et qui sont-ils? Alors il y a évidemment beaucoup de motivations qui reviennent dans les entretiens. En France, pendant plusieurs années, en fait, on va dire de 2014 à 2016 précisément, on a refusé d'intégrer dans la motivation des djihadistes la dimension religieuse et la dimension politique, la dimension finalement idéologique. Le gouvernement prenait seulement en compte l'aspect de l'engagement sectaire, c'est-à-dire on était sous l'emprise avec une perte du libre arbitre et finalement cette grille d'analyse, cette grille de lecture qui est de plus en plus contestée aujourd'hui même au niveau gouvernemental, en fait dans le débat institutionnel français, dans le débat public français, elle arrangeait un petit peu tout le monde parce qu'elle évitait de poser des questions qui gênent. Oui, les djihadistes, au cœur de leur projet, il y a la certitude absolue que faire cela, partir combattre en Syrie ou revenir pour faire des attentats en France ou dans d'autres pays, ça va leur donner un accès direct au paradis. Après, évidemment, une fois qu'on a parlé de cette dimension religieuse, on ne peut pas évacuer toutes les autres motivations, toutes les autres variables qui n'ont absolument rien de religieux. Dans le livre, j'essaie de mettre en lumière évidemment des déterminants sociaux. C'est pas un hasard si en France et dans d'autres pays, la majorité, quand je dis dans d'autres pays, je pense à la Tunisie, c'est là où j'ai commencé à travailler sur les mouvements djihadistes. Les gens qui composent les rangs djihadistes sont en grande majorité issus des quartiers populaires et même issus des quartiers sensibles français. Ce sont des gens qui sont également issus des minorités. Ça, c'est vrai pour ceux qui sont de culture et d'éducation musulmane, environ 70% de ceux que j'ai interviewés pour les Français, mais aussi des convertis, puisque 30% sont considérés comme convertis dans la sociologie générale, et ces convertis eux-mêmes sont largement issus de minorités. Par exemple, les anti-françaises sont surreprésentés au sein des convertis, des gens issus de l'immigration asiatique chrétienne. Donc il y a évidemment il y a un substrat sociologique qui favorise la bascule, mais bon, là encore on n'a pas encore tout dit, puisqu'il y a aussi évidemment des causes psychologiques, parfois psychiatriques, il y a des causes familiales. Ce sont des gens qui finalement ont tous un sentiment de frustration très fort, un sentiment d'humiliation très fort, et l'idéologie djihadiste vient s'insérer dans cette faille et vient leur redonner à tous ces égos froissés, à tous ces humiliés, un sentiment de surpuissance, un sentiment de fierté. Ils relèvent la tête, ils pulvérisent tout ce sentiment d'infériorité qu'ils ont en eux pour en faire un sentiment vraiment de supériorité sur les autres. Et ça, c'est également des éléments à prendre en compte. Oui, en fait, vous venez d'évoquer le rôle du religieux dans le processus d'intégration à Daesh. Vous l'évoquez aussi dans votre livre. Vous savez, le débat entre M. Roy et M. Keppel, pour vous, laquelle serait plus pertinente, l'islamisation de la radicalité ou bien la radicalisation de l'islam? Alors, moi, je n'oppose pas les thèses d'Olivier Roy, de Gilles Keppel et même de François Burgat. Je pense au contraire que pour comprendre le phénomène djihadiste, il faut agglomérer toutes ces théories qui en fait se complètent et qui sont en partie vraies chacune. Oui, Olivier Roy a raison quand il parle d'islamisation de la radicalité. J'ai des jeunes dans mon livre qui incarnent exactement cette théorie sans même avoir jamais entendu parler d'Olivier Roy qui a développé ou de sa théorie d'islamisation de la radicalité. J'ai un jeune par exemple
qui me disait bah voilà, moi avant d'être dans le djihadisme, j'avais eu une éducation musulmane, mais j'avais toujours eu cette radicalité politique en moi. J'ai grandi dans les quartiers populaires français, il était du 93 en Seine-Saint-Denis en France, et puis il a toujours oscillé politiquement, il a toujours été tenté par une radicalité politique, parfois l'extrême gauche, parfois l'extrême droite, lui qui était pourtant issu d'une famille issue de l'immigration marocaine. Et puis à un moment donné, il s'est dit, il disait, parfois je voulais être homme politique également. Et ce jeune, à un moment donné, il s'est dit, j'ai cette radicalité politique, j'ai cette éducation religieuse musulmane. Qu'est-ce qui, dans l'islam aujourd'hui politique, correspond à cette aspiration? Bah, sa phrase, c'était de me dire, bah, pour moi, c'était clair que c'était Al-Qaïda. Donc voilà l'islamisation de la radicalité incarnée en un personnage. Un jeune qui a aujourd'hui 20 ans et qui a passé un an au sein d'Al-Qaïda puis de l'État islamique en Syrie avant de revenir en France et d'être jugé et condamné. Mais en même temps, il faut ajouter à cette idée-là ce que dit Gilles Kepel. Gilles Kepel, ça fait des années qu'il travaille sur le corps doctrinaire du mouvement djihadiste, sur les intellectuels djihadistes. Gilles Kepel parle souvent d'un idéologue très important d'Al-Qaïda, un ancien compagnon de route de Ben Laden, qui s'appelle Abu Musab al-Souri, qui a théorisé le djihad individuel, ce qu'on appelle les actions à la Mohamed Merah aujourd'hui. Mais c'est un intellectuel qui a fait une typologie de tous les djihads depuis, véritablement en historien. Il a écrit un bouquin qui est une somme froide qui dresse, si vous voulez, les réussites et les échecs selon sa grille d'analyse à lui de chaque djihad. Et on voit que voilà, c'est une idéologie et c'est une nature de l'islam, à mon sens. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui vous avez dans le monde des gens qui sont prêts à mourir pour la vision de l'islam de l'État islamique, qu'ils soient en Afghanistan, qu'ils soient au Nigeria, qu'ils soient en France, qu'ils soient en Turquie, en Syrie, en Irak. C'est des gens qui se reconnaissent dans cette lecture idéologique et qui ont des référents, qui ont des idéologues. Ça vaut les idéologues, ça vaut surtout pour Al-Qaïda plus que pour l'État islamique, qui en a moins. C'est d'ailleurs ça a toujours été son déficit, ça, pour l'État islamique. Je pense qu'il y a un problème technique. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui. Monsieur Thompson? Voilà, à mon sens, oui, vous m'entendez? Oui, oui. Est-ce que Allez-y. vous m'entendez? C'est bon? Oui, c'est bon. Donc voilà. Voilà, on prend un petit peu de Burga, parce que François Burga, quand il dit que le djihadisme est une contre-violence, que le djihadisme est né en réaction à des politiques étrangères, notamment occidentales. On ne peut pas le nier, évidemment. Que serait l'État islamique aujourd'hui sans l'intervention américaine? Il y a un problème technique pour ce moment-là. Nos amis cherchent à rejoindre M. Thompson. Oui. Nos amis cherchent encore à rejoindre M. Thompson. On a juste posé des questions concernant son livre « Les Revenants ». Si le problème technique sera fixé, on va continuer à notre entretien concernant son livre « Les Revenants ». Donc, pendant que nos amis cherchent à fixer le problème technique, on peut continuer à parler sur le livre « Les Revenants ». Oui,
J'espère que ce sera traduit en turc parce que c'est un livre vraiment très intéressant dans lequel M. Thompson raconte le trajectoire des ex-djihadistes qui sont revenus en France. Ces recrutés sont notamment issus des familles qui sont immigrées et qui vivent en France. Et ce sont notamment issus des familles vraiment très, qui vivent dans les conditions très précaires. Par exemple, je me souviens de l'histoire d'un jeune Marocain dont la famille vit en France. Il y a combien de personnes dans le livre? En fait, il raconte la trajectoire de 3 personnes et après, il y a plusieurs personnes dont l'histoire sont racontées. Et il y a plusieurs anecdotes très intéressantes, n'est-ce pas? Oui, il y a plusieurs anecdotes. Et je pense que le côté le plus intéressant du livre, c'était que M. Thompson parle de la vie quotidienne au sein de Daesh, comment ils vivent. Par exemple, il racontait l'histoire d'un jeune homme qui a été blessé par une balle dans la guerre et il l'amène dans un hôpital. On l'appelle l'hôpital, mais ce n'est pas vraiment un hôpital, c'est une petite maison. Alors là, c'est la vie quotidienne et il joue des jeux vidéo et ouais, c'était le côté très intéressant parce que vous voyez la vie quotidienne de ces gens-là. Donc il raconte la manière dont ces gens-là participent au Daesh, puis la vie quotidienne au sein du Daesh, et puis leur retour. Oui, leur retour. La plupart de ces gens-là sont déçus de leur expérience au sein de Daesh. Notamment, par exemple, je me souviens d'un exemple, il disait que je suis venu ici pour vivre sous la charia. Je ne veux pas imposer la charia, je veux juste vivre sous un régime qui prend la charia comme le fondement. Alors, ces gens-là sont déçus de leurs expériences, mais le côté intéressant, c'est que M. Thompson dit que même si ces gens-là sont déçus de leur expérience au sein de Daesh, quand ils reviennent en France, quand ils vont en prison, alors ils ne sont pas déradicalisés. Ça, c'est très intéressant. Ils portent toujours ce côté radical. Et vous savez, il y a un débat en France. Par exemple, M. Thompson le dit, son débat avec M. Liogier, parce que M. Liogier disait que ces gens-là ont l'intention de partir et faire le djihad dans d'autres pays. Par exemple, Daesh, et lutter contre eux. Pour ceux qui ne savent pas, M. Liogier, Raphaël Liogier, c'est un sociologue et politologue très connu en France, et il est professeur à l'Université de l'Aix-Marseille. Oui, Sciences Po Aix-en-Provence. Et c'est un débat entre M. Liogier et M. Thompson. Dans un débat télévisé, M. Thompson commence à dire ceux qui reviennent en France, ce ne sont pas vraiment des gens qui se sont déradicalisés. Il dit que ce sont des gens qui portent toujours cette idéologie très rigide. Et M. Liogier dit non, vous ne connaissez pas ce sujet parce que vous êtes journaliste, vous n'êtes pas universitaire. Selon moi, il dit ces gens-là n'ont l'intention que lutter en Syrie, faire le djihad dans d'autres pays. Et quand ils reviennent, ils ne vont pas porter cette intention de lutter contre leurs concitoyens. Ce qui n'est pas vrai parce qu'on a vu que ces derniers mois, il y avait plusieurs attentats de Daesh en France. Oui, c'est un débat actuel en France, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens en prison qui sont revenus du Daesh et dans le futur, dans l'avenir, personne ne le sait ce qu'ils vont faire. Oui, en fait, je pense que c'est la question principale des revenants, entre guillemets, parce que
Vous avez des citoyens français d'origine musulmane qui sont partis en Syrie et ils sont déçus de leurs expériences là et ils sont revenus en France. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec ces gens-là? Qu'est-ce que vous allez faire? Ok, vous les mettez en prison, c'est une option. Vous essayez d'intégrer ces gens-là dans la vie, c'est une autre option. Mais ils gardent toujours la possibilité de se radicaliser à nouveau. C'est une possibilité vraiment très dangereuse parce que une fois qu'ils sont partis pour faire le djihad, alors vous allez vous méfier de ces gens-là jusqu'à la fin de leur vie. Et dans un entretien, M. Thompson dit qu'il y a un réseau, une sorte de solidarité dans les gens qui sont en prison. Ouais, c'est très dangereux parce que ils continuent ils maintiennent leurs relations qu'ils ont nouées en Syrie et c'est une chose vraiment très intéressante en France. Et je pense que, vous savez, il y aura les élections cette année en France et ce sera un défi vraiment très important pour le nouveau gouvernement qui va être élu. Nos amis essayent encore de connecter M. Thompson sur WhatsApp, je crois. Pendant ce temps-là, on peut parler ce que M. Thompson a justement dit. Oui, je pense que c'est vraiment très intéressant de voir, à la fois dans le livre, à la fois dans ce que M. Thompson vient de dire, qu'il y a plusieurs raisons de participer à Daesh, à part les raisons religieuses, parce que dans les médias, on voit toujours que c'est la motivation religieuse qui importe. Ce qui n'est pas vrai, parce qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles ces gens-là ont participé à Daesh. Par exemple, dans le livre, M. Thompson dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont participé à Daesh pour se sentir importants. Parce que ces gens-là mènent une vie vraiment très précaire en France. Une fois qu'ils émigrent en Syrie en tant que djihadistes, alors ils se sentent vraiment quelqu'un. Alors c'est un sentiment très important. Et M. Thompson a souligné ce sentiment-là, le sentiment de supériorité. Oui, ça c'est très intéressant. Et concernant le débat entre M. Gilles Kepel et M. Olivier Roy, il a dit que toutes les deux, toutes ces thèses-là, ont raison. Oui. Il a dit qu'on n'est pas obligé de choisir entre ces deux. Et c'est vrai que l'islam se radicalise d'un côté et... Monsieur Thompson? Oui, je vous entends. Nous vous entendons aussi. Si vous voulez, on peut reprendre. Oui. D'accord. On continue. Pour le moment, on a connecté Monsieur Thompson sur WhatsApp. Donc, tu réponds ta question. Alors, M. Thompson, je voudrais parler aussi du rapport entre l'islam politique et le recrutement djihadiste. Alors, il y a certains auteurs qui disent que l'islam politique empêche le recrutement djihadiste en absorbant la radicalité de ces gens-là qui sont susceptibles de se radicaliser. Est-ce que vous pensez que l'islam politique pourrait être une barrière contre la radicalisation de ces jeunes-là et la participation à Daesh? Pour répondre à votre question, je vais prendre le cas de figure, à mon avis, qui peut être assez instructif de la Tunisie, puisque la Tunisie, c'est vraiment un cas d'école sur les départs en Syrie et en Irak depuis les printemps arabes, puisque c'est le pays qui est le plus confronté au phénomène dans le monde. C'est le pays qui a exporté le plus de djihadistes, que ce soit en chiffre absolu, 5500 environ selon les estimations de l'ONU depuis
2012, et en chiffre absolu ou en proportion de sa population qui compte environ 11 millions d'habitants. En Tunisie, lorsque tous ces jeunes sont partis en Syrie, en Irak, à partir de 2012, puis de façon massive 2013, c'était justement l'islam politique qui était au pouvoir. C'était le parti islamiste Ennahda. J'utilise le mot islamiste parce que en Tunisie, c'est comme tel que se définissent les islamistes politiques. Donc la branche tunisienne des frères musulmans, pour parler pour ceux qui ne connaissent pas la Tunisie. Si on prend ce cas d'école tunisien, on voit bien que l'islam politique n'a pas été un rempart contre la radicalisation, ne l'a pas empêché. De même qu'il me serait impossible de dire si l'islam politique qui était au pouvoir durant cette époque-là l'a ou non favorisé. Je pense qu'il y a eu une gestion assez hasardeuse du phénomène par le parti islamiste Ennahda à cette époque-là. Le parti islamiste Ennahda pensait justement que son autorité, sa légitimité de parti islamiste, qui était le parti qui avait été réprimé le plus violemment par la dictature du régime de Zine Abidine Ben Ali, ils pensaient, je pense, les cadres du parti Ennahda, que leur autorité s'imposerait naturellement sur le mouvement djihadiste. Or, ce qu'ils n'avaient pas intégré, c'est que les islamistes politiques, pour les djihadistes, sont des apostats. Parce que, tout simplement, ils avaient accepté de faire le jeu de la démocratie, de participer aux élections. Donc, si je prends l'exemple de la Tunisie, mais qui n'est peut-être pas transposable à d'autres pays, je dirais que l'islam politique, si on fait un constat purement factuel, n'a en rien empêché la radicalisation d'une partie de la société tunisienne, en tout cas de sa jeunesse, puisqu'en Tunisie, c'est à ce moment-là que le djihadisme est devenu un véritable mouvement social. Donc, Monsieur Thompson, si vous voulez, parlons un peu des revenants. Vous avez fait des entretiens avec des gens qui sont revenus du Daesh. Donc, quelle serait la motivation du retour de ces gens-là, qui sont apparemment déçus de leurs expériences djihadistes, n'est-ce pas? Absolument. Si on devait schématiser, généraliser un petit peu l'état d'esprit général de cette vingtaine de personnes avec qui j'ai mené des entretiens pendant 2 ans et demi, de Français et de Françaises qui sont revenus en majorité de l'État islamique et certains d'entre eux des rangs d'Al-Qaïda, je dirais que la majorité sont effectivement déçus de ce qu'ils ont découvert en Syrie. Je dis déçus, ça peut paraître étonnant, évidemment, parce que c'est un pays qui est en guerre, etc. On part pas en vacances. Mais le départ en Syrie, pour eux, constituait un rêve. La propagande djihadiste leur avait vendu le projet de l'État islamique comme celui d'une cité idéale, parfaite pour tous les musulmans. Enfin, un État juste, alors que la France est un État injuste, mauvais, dur envers les musulmans. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont pour certains déchanté. S'ils sont déçus, ça ne veut pas dire pour autant que la majorité d'entre eux sont repentis de l'idéologie djihadiste. Au contraire, je vous prends l'exemple d'une jeune femme qui a passé moins d'un an, à peu près 1 an au sein de l'État islamique, qui a subi toutes les vexations, toutes les humiliations au sein de l'État islamique. Elle a été mise en prison, ses biens ont été confisqués, elle a été soupçonnée d'espionnage, accusée de sorcellerie, elle a risqué de se faire tuer, elle a subi des violences physiques et psychologiques, et elle a décidé de fuir, de rentrer en France. Et pour autant, en France, elle continue d'être à un degré de radicalité extrêmement élevé, puisque c'est quelqu'un qui, lors des entretiens que j'ai fait avec elle, me disait que l'attentat contre Charlie Hebdo, c'était le plus beau jour de sa vie. Elle me disait également qu'elle continuait d'espérer que des attentats soient de nouveau faits en France, et notamment par des femmes. Et puis finalement, c'est une jeune femme qui est repartie en Syrie ces dernières semaines, mais plus au sein de l'État islamique, mais au sein d'Al-Qaïda, enfin de Jabhat Fatah al-Sham. Donc, vous voyez, c'est ça la tonalité générale. Les repentis
existent, mais ils sont très minoritaires pour l'instant. C'est vraiment des cas qui sont marginaux par rapport à ceux qui reviennent de Syrie, déchus, mais toujours partisans, toujours ancrés dans ce dogme djihadiste qu'ils considèrent comme la seule lecture authentique de l'islam. Et une dernière question sur votre expérience sur terrain. Les entretiens que vous avez faits, ce n'étaient pas forcément des entretiens ordinaires. Vous avez parlé avec ce qu'on appelle des radicaux qui pourraient constituer une menace contre votre vie. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en danger votre vie, même en faisant ces entretiens? Moi, tout l'objectif de mon travail, c'est de comprendre comment un jeune Français ou un jeune Tunisien qui a grandi dans une société donnée, qui allait à l'école dans cette société, et c'est plus vrai pour la France que pour la Tunisie, décide un jour de se retourner contre son pays, de le combattre pour imposer un autre modèle de société, avec l'espoir de mourir en tuant pour accéder au paradis. Si vous voulez, quand j'ai été confronté, moi, à cette idéologie que je ne connaissais pas avant 2011, j'en connaissais absolument rien, j'ai tout simplement voulu moi-même comprendre comment on pouvait devenir comme ça. Qu'est-ce qui animait un acteur social pour en arriver à adhérer jusqu'à vouloir donner sa vie à cette idéologie. Et donc je me suis dit que la seule solution, c'était de leur poser la question. Il n'y avait pas d'autre façon de faire. Donc je n'ai travaillé qu'à partir de ce que j'appelle des sources primaires ou premières, c'est-à-dire des entretiens directs avec eux sur la longueur, sur plusieurs années, pour évaluer quel est leur degré de radicalité. Donc effectivement, c'est un travail qui a pu me mettre en danger parfois, mais c'est un travail qui je ne voyais pas comment faire autrement. Et de toute façon, moi j'ai été plongé dans le bain, si vous voulez, en tant que correspondant en Tunisie au lendemain de la Révolution, dans le sens où c'est après la Révolution que des djihadistes sont sortis de prison, des présidents Ben Ali, ils ont monté leur organisation Al-Sharia en quelques semaines, et tout ça s'est passé sous mes yeux, donc je l'ai fait de façon naturelle, si vous voulez, j'ai pas vraiment eu le temps de me poser la question. Voilà. Monsieur Thompson, nous vous remercions d'avoir participé à notre émission. C'est moi qui vous remercie. Merci et de vos analyses qui nous ont éclairés. Merci. Nous avons parlé aujourd'hui avec Monsieur Thompson qui a récemment publié Les Revenants. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir.